Compte rendu de la 68e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 9 septembre 2022 par visioconférence la 68e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la participation de notre pays au sommet sur l'adaptation au changement climatique tenu à Rotterdam. Le président de la République a fait le point de sa participation au sommet sur l'adaptation au changement climatique tenu à Rotterdam du 5 au 6 septembre dernier. Il a rappelé au cours de ses différentes prises de parole le rôle crucial et central que joue la République démocratique du Congo dans la protection du climat. Le président de la République a également fait un plaidoyer sur la nécessité pour les pays pollueurs de respecter leurs engagements pour permettre aux pays africains d'être plus résilients face aux conséquences du changement climatique. Avec le Premier ministre des Pays-Bas, il a spécifiquement évoqué la nécessité du transfert de technologies dans les domaines de l'agriculture climato-résiliente pour permettre aux pays africains de produire et de répondre aux besoins urgents de leur population. Face à l'urgence d'agir pour protéger nos populations de la menace climatique, le président de la République a appelé à une évaluation approfondie de nos politiques et engagements, ainsi que de l'efficacité et l'effectivité de leur mise en œuvre. Il a invité le gouvernement à diligenter dans l'immédiat une évaluation de l'ensemble des résolutions gouvernementales dans les secteurs impactés par la problématique climatique. Par ailleurs, le président de la République a salué les efforts entrepris pour une participation accrue de notre pays à l'agenda climatique global, comme en témoigne l'organisation de la réunion de scientifiques à Yangambi et l'organisation de la pré-COP 27 prévue au mois d'octobre prochain à Kinshasa. Les équipes gouvernementales ont été chargées de mieux préparer l'offre en matière de solutions climatiques, traduisant ainsi notre volonté d'être un pays solution muni de projets concrets et mobilisé de ce fait, renforcé de partenariats gagnant-gagnant lors de la prochaine COP qui se tiendra en Égypte. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la perturbation du marché intérieur de produits pétroliers. Face à la perturbation de l'offre du carburant, particulièrement dans la zone ouest à Kinshasa, conséquence du conflit russo-ukrainien sur le marché mondial, le président de la République a chargé le gouvernement de mener de nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur le revenu des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Ces actions consistent notamment à renforcer le rôle moteur de la Société pétrolière nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays, à remettre la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut, lourd et léger. Nettoyer sans complaisance la structure de prix, et ce dans les plus brefs délais. Réqualifier les fonctions et la gestion du stock stratégique et du stock de sécurité. Le président de la République a rappelé que le stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant au moins 60 jours lors d'une période de crise comme celle en cours. Le Premier ministre a été chargé de s'assurer que toutes les dispositions et actions sont prises afin de résorber cette situation de rationnement de carburant à la pompe avant le prochain Conseil des ministres. 3. De l'opérationnalisation du Fonds de services universel. La loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre 2002
sur les télécommunications en République démocratique du Congo, tel que modifié et promulgué en 2020, institue le Fonds des services universels, qui est alimenté à hauteur de 3% des revenus bruts générés par les opérateurs des télécommunications. Le président de la République a rappelé que l'objectif poursuivi par ces dispositifs est d'offrir à la majorité de la population congolaise l'accès à la téléphonie mobile à la faveur des actions multiformes amenées par un organisme qui bénéficierait de ces moyens pour ce faire. La non-mise en œuvre de ces dispositifs empêche ainsi toute gestion effective de fonds collectés, suivant les modalités prévues par la loi précitée. C'est ainsi que le Premier ministre a été encouragé d'activer efficacement les processus de matérialisation de ce fonds dans un délai raisonnable en tenant compte de l'actuelle configuration de l'écosystème numérique. Cela aura l'avantage d'optimiser la mobilisation de moyens nécessaires au financement des infrastructures devant favoriser l'accès de tous les citoyens aux technologies de l'information et de la communication à des conditions financièrement abordables qui se trouvent sur le territoire national. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a attiré l'attention du Conseil sur quelques points, notamment les problèmes de la pénurie de carburant dans le pays, en rappelant les instructions qu'il a données au ministre du Budget, des Finances et des Hydrocarbures pour le suivi et la mise en œuvre de mesures urgentes qui ont été prises, dont les effets sont attendus dès le milieu de la semaine prochaine au plus tard. En deuxième lieu, il a invité le gouvernement à suivre avec une attention soutenue la situation qui prévaut dans le Mai-Ndombe afin de dénicher les véritables velléités qui se cachent derrière ces aventures bellicistes à la porte de la ville-province de Kinshasa et de déceler la véritable origine de ces phénomènes, ses ramifications possibles ainsi que ses auteurs pour que ces derniers puissent être poursuivis et en répondre devant la justice. En troisième lieu, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il a conduit une délégation composée de quelques membres du gouvernement à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022 pour lancer les travaux préparatoires de la 27e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Ces travaux ont été marqués par la tenue en partenariat avec la République arabe d'Égypte d'une conférence internationale sur la contribution des forêts du bassin du Congo et les autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, état des lieux et perspectives. L'enjeu ici est de faire un plaidoyer pour une économie congolaise verte, résiliente et à faible émission de carbone. En marge de cette mission officielle, le Premier ministre chef du gouvernement en a profité pour lancer le 5 septembre 2022 la rentrée scolaire 2022-2023 à l'Athénée des Kisangani, une occasion pour lui de se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre et de la consolidation de la mesure de la gratuité de l'enseignement dans cette partie du pays. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que dans la suite des décisions du sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est, tenu à Arusha en avril 2022, notre pays a accueilli du 7 au 9 septembre 2022 les secrétaires exécutifs de cette organisation, accompagnés des 40 experts du secrétariat exécutif. L'objectif principal de ces séminaires était de permettre à la République démocratique du Congo de s'approprier des mécanismes de fonctionnement du traité ainsi que les modalités pratiques d'intégration afin de permettre aux différentes structures du gouvernement d'assurer l'intégration efficace de notre pays, dernier entrant dans cette organisation. Avant de terminer sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement a spécialement donné la parole au ministre des Hydrocarbures. Ce dernier a rassuré le Conseil de la levée de la mesure de contingentement dans la distribution du carburant qui frappait la ville de Kinshasa depuis quelques jours. Cette décision salvatrice fait suite aux efforts déployés par le gouvernement pour accélérer l'approvisionnement de la zone ouest du pays en carburant. Il a indiqué que les prochaines livraisons attendues
arrive plus tôt que prévu initialement, permettant ainsi un retour à la normale quant au volume de carburant disponible à la pompe. C'est donc une bonne nouvelle pour le consommateur de Kinshasa, qui était affecté par cette difficulté conjoncturelle qui vient de trouver son dénouement. Et le gouvernement maintient ses efforts pour maîtriser les effets et autres chocs exogènes résultant notamment de la guerre en Ukraine. Le ministre des Hydrocarbures a conclu son propos en rappelant qu'une série de mesures est en cours d'implémentation pour renforcer davantage notre système d'approvisionnement tout en préservant au maximum le pouvoir d'achat de la population. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'État et à l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège, mais aussi par le suivi quotidien de la situation prévalant dans la province du Mai-Ndombe qui atteint le Kwango et le Kwilu. Des mesures sont prises pour rétablir l'autorité de l'État et faire régner la paix sociale. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été dominé par l'intervention remarquable du président de la République, chef de l'État, lors de la tenue de la conférence sur le réchauffement climatique de Pays-Bas, la persistance du conflit intercommunautaire Yaka et Teke et la montée du banditisme dans plusieurs grandes villes et centres urbains de la République. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle, militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Au sujet de l'évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Pendant que la baisse de cas de Covid-19 se poursuit depuis 12 semaines, la létalité reste plafonnée à 1,5% et la campagne de vaccination s'intensifie à travers le pays. Il a invité la population à observer les mesures d'hygiène afin que notre pays maîtrise sérieusement cette pandémie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information qui est aussi revenue sur la situation d'autres épidémies à travers le pays. Intervenant à son tour, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait le point au Conseil sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au terme de cet arrêt, les montants intégral dus à notre pays doivent être acquittés par l'Ouganda en 5 versements annuels de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre 2022. Ces fonds sont logés dans un compte transitoire au ministère de la Justice et garde des Sceaux, dans une banque locale, lequel compte ne pourra être actionné qu'après l'opérationnalisation effective du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes et activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leurs ayants droit, et les transferts des signatures à ces organes attitrés pour l'engager en tant qu'établissement public. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Deux autres rapports concernant cette fois-ci les secteurs de transport et de voies de communication et des désenclavements. Le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, a présenté au Conseil 2 rapports consécutivement aux orientations du président de la République, faites lors de la 66e réunion du Conseil des ministres tenue le 26 août 2022. Le premier a porté sur les travaux de construction de 2 bateaux baliseurs d'affluents de la Régie de voies fluviales RVF à Kindu et à Kongolo. À ces sujets, le ministre a informé le Conseil que dans le cadre du projet de transport multimodal PTM financé par la Banque mondiale, la RVF avait bénéficié de l'acquisition de 2 baliseurs d'affluents qui devaient être construits sur 2 sites au port de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC à Kindu et à Kongolo par l'entreprise JGH Marine AS du Danemark. Ces ouvrages devraient desservir le bief moyen supérieur du fleuve Congo. L'achèvement de la construction de ces bateaux
procède de l'effort de matérialiser la vision du président de la République pour l'édification d'un État prospère et solidaire pour le bien-être de la population du Maniema et des Tanganyika à travers le développement économique et social. La fin de travaux interviendra dans 3 mois, bien que l'entreprise marine ait renoncé à les poursuivre. Pour ce faire, le ministre a sollicité du gouvernement la mise à disposition de moyens financiers restants pour la finalisation de 10 travaux. Le second rapport a concerné la situation alarmante de la compagnie nationale Congo Airways, de l'état des lieux mettant en exergue de nombreuses difficultés opérationnelles et techniques et structurelles auxquelles cette société fait face. Le ministre des Transports a présenté le plan de sortie de crise, ainsi que le plan de stabilisation assorti des mesures et d'activités ciblées en vue de la restructuration et de la relance de cette compagnie. Il a été complété par le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances. Des propositions stratégiques ont été faites d'une part pour garantir la construction des bateaux baliseurs et d'autre part pour sortir Congo Airways de sa situation alarmante actuelle. Le Conseil a pris acte de ces 2 rapports. À son tour, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a présenté au Conseil une note d'information sur le lancement de la réforme de l'Inspection générale du travail. Elle a rappelé que lors de la réunion du 6 mai 2022, le gouvernement de la République avait adopté le plan de concrétisation de la réforme de l'Inspection générale du travail assorti d'un budget prévisionnel pour sa matérialisation d'un chronogramme d'activité. La ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a indiqué qu'un premier décaissement a été effectué et couvrira les activités de l'atelier consacré à l'élaboration et à la production des référentiels de compétences liés à chaque poste. En sollicitant du Conseil l'autorisation de procéder au lancement des activités liées à la réforme du 16 septembre 2022, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a signalé que cette réforme permettra de mettre fin au désordre dans les secteurs du travail, de consolider la paix sociale et d'accroître les recettes publiques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 67e réunion tenue le vendredi 2 septembre 2022. Au 4e chapitre relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Un dossier. Il s'agit du dossier portant sur la relance de la société textile de Kisangani, Sotexki. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le dossier relatif à la relance de la société textile de Kisangani, Sotexki. Il a rappelé que cette société anonyme d'économie mixte créée en 1971 et opérationnelle depuis 1974 comprend 40% de participation de l'État congolais au capital social et 60% de participation de Texaco SA. Après plus de 40 ans d'existence, l'outil de production est devenu complètement vétuste et obsolète, avec un faible rendement qui ne permet plus de supporter les charges d'exploitation malgré l'effectif du personnel qui est passé de 2500 travailleurs en 1988 avec une production de 17,8 millions de mètres à 350 travailleurs depuis 2021 avec une production de 541 000 mètres. Actuellement, la Sotexki dispose d'un plan de relance stratégique adopté par les organes de gouvernance sociétaire dont sa mise en œuvre requiert un import de près de 17,5 millions de dollars américains pour une production de 108 millions de mètres par an. La relance de cette société aura un impact réel sur la vie de la population au niveau économique, social, fiscal et technologique. Il se traduira par le nombre d'emplois directs et indirects que la culture du coton va générer dans les provinces du Bas-Uélé et de l'Ituri, les recettes fiscales qui en découlent et le développement de l'amélioration des conditions de production par l'introduction de nouvelles technologies et le renforcement des capacités du personnel. Tenant compte de cet impact important, le ministre de l'Industrie a sollicité du gouvernement un accompagnement
tant sur le plan financier qu'en termes d'enlègements fiscaux et douaniers, aux fins notamment d'amortir le coût de production. Cette réalisation, a-t-il précisé, s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 13 textes. 1. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a soumis au Conseil un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Ce texte a été élaboré pour répondre à la nécessité de doter les comités provinciaux et locaux de sécurité d'un cadre juridique approprié en vue d'améliorer la gouvernance sécuritaire dans les provinces, les entités territoriales décentralisées et les entités territoriales déconcentrées par une approche participative associant la population à travers les acteurs non étatiques. Il a indiqué que ces comités provinciaux et locaux de sécurité constituent des instances importantes pour la matérialisation des 6 principales fonctions de la politique de défense et de sécurité, à savoir la connaissance, la prévention, l'anticipation, la dissuasion, la protection et l'intervention. L'objectif poursuivi est de concrétiser la réforme de l'armée de la police nationale, ainsi que l'humanisation des services de renseignement. L'application de ces décrets va résoudre les difficultés dans l'organisation et le fonctionnement des structures de gouvernance sécuritaire, tant au niveau provincial que local, de permettre d'anticiper efficacement sur les menaces sécuritaires, prévenir et résoudre durablement les problèmes sécuritaires. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. 2. Projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 14 septembre 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Projet de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil le projet de politique de défense de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que ce document reprend les grandes options et principes politiques, stratégiques et militaires en vue d'assurer la défense de notre pays. Il établit aussi les piliers majeurs sur lesquels sera ensuite défini et bâti le tronc organisationnel et fonctionnel de notre armée. La mise en œuvre de la politique de défense devra se faire dans un cadre logique des 6 fonctions stratégiques classiques, à savoir la connaissance, la prévention, l'anticipation, la dissuasion, la protection et l'intervention. Des passerelles fonctionnelles, permanentes, formelles, devront être établies entre la défense militaire et la défense civile en vue d'une défense globale performante. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a précisé que les lois et textes réglementaires actuels de la défense et forces armées de la République démocratique du Congo devront être adaptés en conséquence. Après débat et délibération, ce projet de politique de défense nationale a été adopté. 4. 9 projets de textes relevant du ministère des Finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil 9 projets de textes à son examen et à son approbation. Il s'agit, le premier a concerné le projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 71-1/ZR du 1er juin 2022 conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'autonomisation des femmes d'entrepreneurs et mise à niveau de PME pour la transformation économique et l'emploi transforme. Ces crédits est d'un montant de 150 millions de dollars américains.
Le second texte apporté sur le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro E028-ZR du 1er juin 2022, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise au niveau de PME pour la transformation économique et emploi. Le montant irrélatif est de 150 millions de dollars. Le troisième texte, quant à lui, a porté sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 71-61-ZR du 28 juin 2022, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'appui au transport et à la connectivité avec un montant de 427,98 millions de dollars américains. Le quatrième texte a concerné le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro E0850-ZR du 28 juin 2022, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'appui au transport et à la connectivité. Les montants irrélatifs se chiffrent à 72,02 millions de dollars américains. Le cinquième texte était celui du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 2-70-66-ZR du 1er juin 2022, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'accès, de gouvernance et des réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau. Il a été consenti à hauteur de 300 millions de dollars américains. Le sixième texte a été celui relatif au projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro D989-ZR du 1er juin 2022, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'accès, de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau. Il a été approuvé à hauteur de 300 millions de dollars américains. Le septième texte a concerné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 71-52-ZR du 16 juin 2022, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé. Le montant irrélatif est de 25 millions de dollars américains. Le huitième texte a été celui relatif au projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro TF0B 88631 d'un montant de 9 millions de dollars américains, conclu le 16 juin 2022 entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé. Le neuvième et dernier texte a porté sur le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro E0720-ZR d'un montant de 25 millions de dollars américains, conclu le 16 juin 2022 entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé. Par ailleurs, le ministre des Finances a également saisi le Conseil sur l'urgence de faire approuver par les deux chambres du Parlement la loi anti-blanchiment et la nouvelle loi bancaire d'ici la fin du mois de septembre, afin de réduire le risque pour notre pays d'être classé sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Après débat et délibération, ces 9 projets de texte ont été adoptés. Cinquième et dernier texte. Un projet de loi relevant du ministère des Droits humains. Le ministre des Droits humains, représenté par le ministre du Numérique, a présenté au Conseil le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce texte, a-t-il expliqué, fixe les modalités de protection judiciaire, administrative et sociale et de réparation au profit de ces victimes. Et il s'applique au fait
commis à partir de 1993, le ministre des Droits humains a conclu sa présentation en rassurant que l'application de ces textes va garantir aux victimes et leurs ayants droit des mécanismes adéquats et adaptés pour accéder à la justice et à la réparation en vue de leur réinsertion ou de leur relèvement communautaire. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces projets de loi. Commencé à 12 h, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h50. Je vous remercie.